Je retourne avec mon ex, m'a dit ma femme après 15 ans de mariage. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. J'ai simplement hoché la tête. Le lendemain, c'est son propre avocat qui m'a appelé, la voix tremblante, la maison, les comptes. Mon Dieu, qu'est-ce que vous lui avez dit hier soir? Ma femme pensait me détruire avec 3 phrases glaciales, lancées le soir de notre anniversaire. Elle ne savait pas que j'avais déjà construit la potence où sa propre réputation serait pendue. 15 années réduites à une phrase jetée entre 2 bouchées. Carla n'a pas hésité. Elle a même souri, comme si elle libérait enfin un secret qu'elle répétait devant le miroir depuis des semaines. Puis elle a ajouté d'un calme déconcertant, « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, Marc. » Je l'ai regardé une seconde, non pas parce que je n'avais pas compris les mots, mais parce que j'étais légèrement impressionné par la mise en scène. Elle avait attendu notre anniversaire. Elle avait enfilé la robe que je lui avais offerte 2 ans plus tôt. Elle s'était assurée que notre fille soit absente le week-end. Et là, elle m'a tranché d'un scalpel émotionnel si affûté qu'on ne voyait même pas le sang couler. J'ai reposé ma fourchette, replacé ma serviette et hoché la tête. Alors tu devrais partir. Pas de cris. Pas de chaise renversée. Juste le claquement sec d'une fin. Elle a cligné des yeux, déconcertée par l'absence de conflit. C'est ce qu'elle voulait, du drame, une scène, de quoi retourner l'histoire à son avantage plus tard. Mais je ne lui ai offert que le silence. Et c'est ce silence qui a brisé son rythme. Elle s'attendait à l'ancien Marc, patient, ennuyeux, le bon petit fournisseur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait d'activer une version de moi qu'elle n'avait jamais connue et qu'elle n'aimerait pas. De retour à la maison, elle se comportait comme une adolescente victorieuse après une rupture, rangeant ses affaires bruyamment, lançant des appels passifs-agressifs sur haut-parleur, riant exagérément aux blagues de son ex. Mon Dieu, la voix de ce type sonnait comme un évier bouché. Elle est passée devant moi dans le couloir en traînant une valise, comme si elle jouait dans son propre téléfilm. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a lancé. Je crois que je vais enfin obtenir la moitié de tout. Je n'ai pas répondu. Je me suis adossé au chambranle de la cuisine, les bras croisés, et je l'ai regardé quitter la vie que je croyais comprendre. Elle pensait avoir fait exploser une bombe. Elle ne réalisait pas que j'avais allumé la mèche il y a 7 ans. Avant de continuer, et crois-moi, l'histoire devient bien meilleure, tu dois savoir une chose, plus de 90% des gens qui écoutent ce genre d'histoire ne s'abonnent jamais. Et honnêtement, ce petit geste motive l'équipe plus que tu ne l'imagines. Alors, si tu es encore là, pense Y. On t'en sera plus reconnaissant que tu ne le crois. Je suis resté un moment dans la cuisine. Non pas pour pleurer, mais pour réviser mes protocoles. Quand Carla dit « la moitié de tout », ce qu'elle veut dire, c'est la moitié de ce qu'elle pense exister. Elle n'avait aucune idée du trust, des sociétés écrans, des transferts automatiques de propriété déclenchés lorsqu'un conjoint quitte volontairement le domicile conjugal. C'était comme voir quelqu'un sauter d'un avion avec un parachute qu'elle avait plié elle-même, sans remarquer que j'avais discrètement remplacé la poignée de déclenchement. Je suis allé à mon bureau, j'ai allumé la lampe et sorti une petite boîte noire que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, une clé USB, des documents notariés, l'accord postnuptial original et la lettre d'activation signée. Je me suis assis, j'ai pris un stylo et j'ai écrit une seule phrase. À 22h47, l'épouse Carla Whitman a volontairement quitté la résidence commune dans l'intention de mettre fin au mariage. Clause sais-tu activée. Signature, date, envoi, cryptage. Quand l'Uber a quitté l'allée, elle était déjà une invitée dans un monde qui ne lui appartenait plus. Mais ça, elle ne le savait pas encore. Elle pensait m'avoir humilié, m'avoir laissé suffocant au milieu des décombres émotionnels. En réalité, elle venait d'ouvrir la porte du jeu que je maîtrise mieux que quiconque. Et demain serait le premier coup. La porte ne claqua pas. Elle se referma doucement, comme celle d'un coffre-fort. J'ai attendu exactement 13 secondes après ce bruit, juste assez pour entendre l'Uber crisser sur le gravier de l'allée. Puis je suis allé à mon bureau. Pas par impulsion. Pas par colère. Je n'avais plus d'émotion à gaspiller pour Carla. Je n'étais pas en colère. J'étais libre. La lampe du bureau s'est allumée, chaude, immuable. Contrairement à elle. Démarrage du laptop, décryptage de la clé locale, confirmation biométrique. Le bureau s'est chargé comme s'il répétait pour ce moment. Et d'une certaine manière, c'était vrai.
Depuis 7 ans, j'empilais les contingences comme un homme qui aligne des sacs de sable avant un ouragan. Carla pensait que j'étais obsédé par les papiers parce que j'étais vieux jeu, maniaque du contrôle, ennuyeux. Elle n'avait jamais compris que j'étais en train de bâtir une forteresse. J'ai ouvert mon arbre d'actifs, un diagramme privé, crypté, qui ressemblait à une toile d'araignée sortie tout droit d'une faculté de droit. Chaque LLC, chaque holding, chaque accord d'associé caché, tout était légal, tout m'appartenait, et tout était conçu pour s'activer en mode exécution totale avec un seul déclencheur. Je l'ai trouvé. Clause 7. Déclencheur U, abandon du domicile conjugal. Le départ volontaire d'un conjoint, avec l'intention de dissoudre l'union, activait l'isolement des actifs. L'exécution du trust a transféré les titres de propriété à une holding privée au nom de l'instituteur principal, moi, et a révoqué les droits de l'épouse grâce à l'accord postnuptial signé. Tout ce que j'avais à faire, c'était cliquer sur « Exécuter ». Et je l'ai fait. Un seul clic, sans drame, juste une barre verte avançant silencieusement sur l'écran. La maison, désormais enregistrée sous le nom de Bitmark Holdings LLC, interdisait formellement l'occupation par des tiers sans le consentement de l'instituteur. Les comptes de courtage furent réattribués, la bénéficiaire supprimée. Sa voiture, celle que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire, fut transférée au trust comme actif collatéral, libérée sous titre de flotte d'entreprise. Quel essai donc de discuter possession avec un numéro de châssis qui ne correspond plus à l'assurance. Chaque objet qui semblait représenter une vie commune avait toujours été à moi, simplement enveloppé dans un papier plus joli. Elle n'avait jamais demandé pourquoi l'hypothèque avait disparu, ou pourquoi la maison de second lec n'était qu'un timeshare. Elle n'avait jamais questionné ma rigueur avec les traces écrites et les audits trimestriels. Même à la retraite, Carla croyait avoir épousé un homme effrayé par le chaos. Elle n'avait pas compris qu'elle avait épousé un homme préparé à la trahison. J'ai ouvert le deuxième coffre et sorti l'enveloppe scellée marquée CW Activation. À l'intérieur, 4 choses, l'accord postnuptial original, une déposition notariée expirée depuis 3 ans, une clé USB avec des journaux d'activités horodatés, et une lettre finale adressée à son avocat, déjà signée à l'avance. J'ai pris mon stylo et écrit 3 mots au bas de la page, que cela suive son cours. J'ai signé, daté, replacé le tout dans l'enveloppe et les déposé dans le bac de sortie. Puis je me suis renversé dans mon fauteuil et j'ai fixé le plafond. Ce n'était pas la première fois que j'imaginais ce moment, mais j'admets qu'il est tombé avec un silence plus lourd que prévu. Ce n'était pas du deuil. Juste un vide comme lorsqu'un appareil bruyant s'éteint soudain et que l'on réalise à quel point il avait toujours rempli l'air. Pendant 15 ans, Carla avait saturé la maison de petites exigences et de plaintes anodines. Elle avait perfectionné le soupir passif, cette façon de dire « Marc, sérieux », comme si c'était sa ponctuation favorite. Maintenant la maison était silencieuse, et j'avais enfin de l'espace pour penser. Un par un, j'ai vérifié le statut de chaque verrouillage. Résidence principale réattribuée. Compte financier redirigé. Passif conjoint annulé par la clause d'activation. Compte numérique, authentification à 2 facteurs activés, accès révoqué. Elle pouvait encore accéder à Netflix. Je lui ai laissé ça. Je ne suis pas un monstre. Et puis, peu avant minuit, j'ai exécuté une dernière commande. Notifier avocat. Structure active. Le téléphone de mon avocat vibrerait à 8h01 du matin. Ni avant, ni après. Il trouverait les documents signés, les journaux, la vidéo horodatée de la caméra de la porte montrant sa sortie. Pas de drame, juste de la structure. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était de l'architecture. Demain, ce serait le moment où elle essaierait d'arracher du sang, mais elle réaliserait que les couteaux ne lui appartenaient plus. Le lendemain matin, je préparais mon café quand mon téléphone vibra. Ce n'était pas un appel, ni un SMS. C'était une alerte d'un moniteur privé de réseaux sociaux que j'avais configuré il y a des années, à l'origine pour surveiller les mentions d'entreprise quand je travaillais encore dans l'audit. Les vieilles habitudes meurent lentement. J'avais même oublié que j'avais laissé ces profils dans la liste. Et c'était là. Une publication publique. Photo, Carla blottie contre son ex, Steven, une crise de la quarantaine ambulante. Son bras jeté sur elle comme s'il venait de gagner un trophée. Les deux brandissant des coupes de champagne, souriant comme à une soirée de fin d'études, mais avec du botox et des douleurs lombaires. Légende, le véritable amour trouve toujours son chemin. À une liberté enfin retrouvée.
posté à 9h27. Je suis resté à fixer l'écran pendant 1 minute entière. Pas parce que ça faisait mal. Pas parce qu'elle me manquait. Mais à cause de l'horodatage. 9h27, et pas aujourd'hui. Hier. Environ 3 heures avant notre dîner d'anniversaire. Avant le saumon. Avant le « je ne t'ai jamais aimé ». Avant les larmes feintes et la valise préparée. Elle avait pris cette photo avant même de m'annoncer la nouvelle. Pendant que j'étais chez le fleuriste, achetant les roses, ces mêmes roses qu'elle avait feint d'admirer au dîner avant de me poignarder avec 3 phrases. Cette photo, cette légende arrogante, ce n'était pas seulement de mauvais goût. C'était une mine légale. J'ai ouvert l'accord postnuptial et suis allé directement à la clause 9b, abandon prémédité avec intention de frauder le fidéicommis conjugal. La clause avait une condition, la préméditation devait être démontrée par un comportement de tiers avec preuve datée, antérieure au départ conjugal. Pourquoi? Parce que, lors des négociations, mon avocat avait posé une seule question. Et si elle avait déjà lâché émotionnellement, attendant juste le chèque? Alors nous avons inclus la clause. Si une preuve d'intention de partir avant de me prévenir apparaissait, et que cette intention impliquait un lien romantique parallèle ou des communications cachées, elle perdrait tous ses droits sur la communauté de biens. Une preuve comme, par exemple, un selfie horodaté aux côtés de son ex. J'ai ouvert un outil sécurisé et téléchargé toutes les métadonnées EXIF de l'image. J'ai confirmé le GPS, le fuseau horaire, le modèle de l'appareil. J'ai envoyé le rapport à mon registre de protection patrimoniale. Violation confirmée. La structure légale venait de passer d'un bouclier passif à une arme active. Ce que Carla pensait être une célébration au champagne était, en réalité, une signature. Elle ne s'en était simplement pas rendue compte. J'ai transmis l'image à mon avocat avec une seule ligne d'objet, clause 9b. Activation. Aucun texte dans le corps du message. Il comprendrait. Puis j'ai cliqué sur les commentaires sous sa publication. 37 mentions « j'aime ». Quelques émojis de cœur. Rien d'inhabituel, juste l'appât à dopamine habituel. Un commentaire de sa meilleure amie. Michel, tu mérites le bonheur. Je t'avais dit qu'il reviendrait. La même femme qui m'avait demandé un prêt de $5000 pour des soins dentaires l'année dernière, et qui avait disparu ensuite. Intéressant. Plus bas, un autre commentaire attira mon attention. Celui du coiffeur de Carla. Attends, c'était hier matin. Je croyais que tu avais dit que tu hésitais encore. Elle avait répondu, ah, occupe-toi de tes affaires. Ne m'expose pas. Ne m'expose pas. Ah, ma chère, tu viens de le faire toute seule. J'ai enregistré la capture d'écran, imprimé la conversation et souligné la phrase. Ne m'expose pas, mon avocat apprécierait l'ironie. J'ai refermé le navigateur et me suis renversé dans mon fauteuil, observant la vapeur s'élever de mon café. Une matinée tranquille, des oiseaux chantant. Quelque part en ville, elle flottait sans doute sur un nuage d'ego et de dopamine. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'activer. Voyez-vous, quand la plupart des gens pensent à la trahison, ils imaginent des scandales de chambre, des textos suspects, des appels masqués. Mais la véritable trahison n'a rien à voir avec le sexe. Elle a tout à voir avec l'intention. C'est pour cela que la clause 9b avait été créée. Pas pour surprendre quelqu'un en flagrant délit, mais pour surprendre quelqu'un en train de comploter. Et maintenant, c'était Carla qui avait laissé la trace. Pas moi. Pas Steven. Elle. Sa publication, sa légende, son mensonge et désormais, son effondrement. Cela ne viendrait pas aujourd'hui. La précision ne fonctionne pas ainsi. Mais cela viendrait. Parce que dans mon monde, la seule chose plus dangereuse qu'une menteuse arrogante, c'est une menteuse arrogante qui laisse un horodatage sur son propre crime. L'appel arriva dans l'après-midi. Numéro inconnu, mais je reconnus l'indicatif d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Je laissai sonner 2 fois avant de décrocher. Monsieur Whitman. La voix était jeune, excessivement cordiale, probablement sortie tout droit d'un podcast sur la « révolution du droit de la famille ». C'est Marc. Répondis-je. Parfait. Ici Tyler Preston, l'avocat engagé par votre épouse, Carla Whitman. Je souhaitais vous contacter directement avant d'entamer les requêtes officielles. Son ton transpirait l'arrogance polie, du genre qui va avec des boutons de manchette personnalisés et une Tesla en leasing.
Allez-y, dis-je, en buvant une gorgée de café. Je vais rédiger une demande de divorce fondée sur des différences irréconciliables. Naturellement, ma cliente a droit à une division équitable des biens matrimoniaux. Nous demanderons sa juste part de la résidence principale, des comptes de courtage et de tout véhicule en copropriété. Si vous avez déjà un avocat, il peut me contacter directement. Mais je pensais qu'un appel de courtoisie professionnelle pouvait faciliter les choses, éviter des drames inutiles, vous voyez. Son erreur n'était pas ce qu'il disait. Mais comment il le disait? Il présumait que j'étais passif, un retraité confus, pris de court par les règles modernes du jeu. Un homme sans défense. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais rencontré son associé principal 8 ans plus tôt, lors d'un gala caritatif. Nous avions parlé de protection patrimoniale et de mitigation des risques. À l'époque, je n'étais que le mari silencieux de Carla. J'avais écouté. Noté. Étudié le jeu. Et ensuite, j'en avais construit un meilleur. J'ai ouvert mes fichiers. Glissé un document dans un nouvel email. Objet, Whitman contre Whitman. Pièce jointe, note préliminaire. Copie de l'accord postnuptial dûment exécuté. Mémorandum de distribution des actifs. Schéma de la structure du trust. Journal d'activation de la clause 9b. Dossier de preuve horodaté. Addendum avec la publication sur les réseaux sociaux. Aucun texte dans le corps. Aucune formule de politesse. J'ai cliqué sur envoyer. Le silence tomba comme une enclume au bout du fil. Monsieur Whitman, dit-il enfin, la voix légèrement plus tendue. Vous devriez lire la pièce jointe, Tyler. Je vais. Clic. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas provoqué. J'ai simplement attendu. 6 minutes plus tard, mon téléphone vibra de nouveau. Même numéro. Cette fois, je laissai sonner un peu plus longtemps. Monsieur Whitman, dit-il, désormais comme quelqu'un qui venait de voir son cabinet poser le pied sur une mine. Oui. Écoutez, j'ai parlé à ma cliente avant de vous contacter. Elle m'a assuré qu'il n'existait aucune charge active sur le patrimoine conjugal. Elle n'a jamais mentionné d'accord postnuptial ni de trust. Non. Elle ne l'aurait pas fait. Elle n'a jamais demandé. Voyez-vous, cela va nécessiter une révision interne. Le trust, les clauses, la publication horodatée, cela change beaucoup de choses. Correct. Il y eut une pause. Puis sa voix chuta vers quelque chose qui ressemblait à de la panique, maladroitement masquée par du jargon juridique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous a dit hier soir? Je souris au téléphone. Enfin, la vérité. Clic. De retour sur mon écran, je vis que l'email avait déjà été ouvert, transféré 2 fois, consulté une fois depuis un appareil mobile. Procédure juridique standard. J'imaginais la scène, Carla savourant des bulles pendant que son avocat lisait la clause à voix haute. Sa mâchoire se contractant à chaque phrase. Son visage s'effondrant en réalisant que l'homme ennuyeux qu'elle méprisait tant avait, en réalité, verrouillé tout le champ de bataille bien avant elle. Je n'ai jamais eu besoin de gagner le combat. J'avais déjà retiré les armes. Elle croyait déclencher une guerre. Elle n'avait même pas remarqué que les portes étaient soudées. Et son avocat, il fut la première victime, un homme qui pensait avoir affaire à un retraité confus et qui repartit en tenant une grenade juridique dont la goupille avait déjà été retirée. Le trust ne me protégeait pas seulement. Il déconstruisait l'illusion selon laquelle tout cela serait équitable. Carla avait écrit un scénario où j'étais le mari traumatisé. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que j'étais l'éditeur. Carla entra dans la banque comme si elle venait réclamer un prix. Coiffure fraîche, grandes lunettes de soleil, tenue décontractée juste assez étudiée pour suggérer qu'elle n'avait pas passé la matinée à pleurer dans l'appartement de son ex, même si c'était le cas. Mais là, elle était en mission. Elle pensait commencer à reconstruire sa vie indépendante en vidant les comptes qu'elle supposait à moitié siens. Elle alla jusqu'à fredonner une petite mélodie en entrant. La caissière l'accueillit avec un sourire aimable. « Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'aimerais effectuer un retrait de notre compte épargne conjoint et transférer une partie sur mon nouveau compte courant au nom de Carla Whitman. » L'employé tapa sur son clavier, fit une pause, plissa les yeux. « Je suis désolé, madame. Je ne vois pas votre nom sur ce compte. » La voix de Carla devint tranchante. « Comment ça ?
Nous sommes clients de cette banque depuis 15 ans. Vérifiez encore. La femme paraissait nerveuse à présent. Ce n'est pas que le compte n'existe pas. C'est que votre nom n'y est plus associé. Les lèvres de Carla se tordirent d'incrédulité. C'est impossible. Je peux appeler le directeur d'agence, si vous préférez. Oui, faites-le. Elle resta plantée là, raide, les bras croisés, regardant à travers la vitre pendant que le directeur, Thomas, un homme au ton doux, aux yeux bienveillants mais à la patience inexistante pour le drame, s'approchait avec une chemise à la main. Il lui adressa un petit sourire triste, comme un médecin sur le point d'annoncer un diagnostic. « Madame Whitman, dit-il calmement. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans une petite salle à côté. Il referma la porte derrière eux. « C'est absurde, » lança Carla. « J'ai besoin d'accéder au... » Thomas leva la main et ouvrit la chemise. « Je dois seulement vous montrer ceci. » À l'intérieur, 2 documents. Le premier, un formulaire de réattribution de bénéficiaires supprimant son nom de tous les comptes principaux, déclenché par la violation de la clause 9 d'un contrat conjugal. Le second, une directive notariée datée de 6 ans plus tôt, signée par moi et par Carla. Bien qu'elle l'ait manifestement oubliée, elle autorisait l'institution financière à transférer toute la titularité au titulaire principal, moi, en cas d'abandon conjugal confirmé par assistance juridique. La mâchoire de Carla se crispa. Ça doit être une erreur. Je n'ai jamais. Thomas pointa la signature. Vous avez signé ceci le 14 avril 2017, ici, avec un témoin présent. Notre notaire, vous vous souvenez? Vous aviez plaisanté en disant que tout ça a été ridicule. Oui. Elle fixa le papier comme si elle venait de recevoir une gifle. Sa voix monta. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai besoin de cet argent. J'ai des factures. Un loyer. Je suis désolé, dit Thomas en baissant la voix mais en gardant son ton ferme. Ces comptes ne sont plus à votre nom. Vous n'avez rien à retirer ici. Carla frappa la table de ses mains. Alors ouvrez ses comptes à lui. J'étais sa femme. Il fit glisser la chemise vers elle. Le document dit Étier. Et Étier est le mot-clé. Elle se leva si brusquement que la chaise racla derrière elle. Vous croyez avoir gagné? Vous ne pouvez pas simplement me laisser sans rien. Mais le regard de Thomas lui dit tout ce qu'elle refusait d'entendre. Il ne la jugeait pas. Il la plaignait. Il ne fallut pas appeler la sécurité. Elle sortit d'elle-même. Pas de scène dramatique, pas de cris, juste une femme hébétée traversant à nouveau le hall, les lunettes sombres sur le visage pour cacher la panique qui montait dans ses yeux. Dehors, elle s'assit dans sa voiture, les mains crispées sur le volant, respirant comme si quelqu'un avait branché un tuyau à vide dans ses poumons. Sans argent, sans filet de sécurité, sans personne à qui crier pour arranger les choses. Parce que c'était son nom sur le plan de sortie, sa trahison estampillée de date et d'heure, sa signature sur la clause. Ce qu'elle avait apporté à la banque, c'était de l'arrogance, la conviction que le divorce n'était qu'une négociation hostile avec prime à la clé. Ce qu'elle en ramena, ce fut le néant. Pas un centime, pas un relevé, juste une fine ligne de sueur sur son front et la prise de conscience croissante que ce ne serait pas la rupture nette qu'elle imaginait. C'était la guerre. Et elle était déjà en train de la perdre. Dans l'après-midi, Carla cessa de prétendre que tout allait bien. La banque l'avait déstabilisée. Son avocat ne répondait plus à ses messages. Et même Michel, son éternelle caisse de résonance, était soudainement occupé avec ses enfants, et introuvable. Mais Carla se convainquit que ce n'était qu'une phase. Un simple contretemps. Il lui restait encore ce refuge, l'appartement que Steven lui avait montré quelques semaines plus tôt. Espace moderne, lignes épurées, aucune photo du passé ennuyeux, seulement de l'air neuf, des bougies parfumées et les bouteilles de whisky de Steven alignées sur les étagères minimalistes comme symbole de statut. Son nouveau départ. Elle gara la voiture le long du trottoir, bouillante de rage mais déjà en train de répéter mentalement le scénario de son « grand retour ». Elle enverrait un message à Steven. Il commanderait des sushis, ouvrirait peut-être une autre bouteille de champagne. Il publierait quelque chose de provocateur sur Instagram pour montrer au monde qu'elle était épanouie, jusqu'à ce qu'elle arrive devant la porte. Un avis jaune était collé sur le bois comme une gifle. Contrat de location résilié. Départ sous 48 heures. Ses yeux parcoururent la page. Ce n'était pas du propriétaire,
ni même de l'administrateur de l'immeuble. C'était signé par OM Mark Property LLC. En lettres plus petites, juste en dessous, Asset Manager Monsieur Whitman. Son cerveau se figea. Elle arracha le papier et fouilla son sac, presque en déchirant l'écran de son téléphone pour joindre l'administrateur. C'est forcément une erreur. J'habite ici. J'y vis depuis des semaines. Madame, OM Property a émis la résiliation conformément à la clause discrétionnaire du bail corporatif. Vous n'êtes pas le titulaire principal. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai payé le loyer. Le titulaire principal, Stephen Marlowe, a déjà été notifié. La résiliation provient de la société propriétaire. Tous les frais ont été annulés, mais le logement n'est plus disponible. Mais pourquoi? Qui est le propriétaire? Je ne peux pas divulguer la structure interne, madame. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux tombèrent sur le coin inférieur de la vie. Là, un petit logo en filigrane, la même police que j'avais utilisée pour le branding de notre plan patrimonial. Un mégawatt stylisé dans un carré. Mark Whitman. Elle essayait encore de comprendre quand Steven ouvrit la porte derrière elle, un sandwich à la main, l'air de quelqu'un qui venait de se réveiller d'une sieste. « Baby » dit-il, confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui plaqua le papier au visage. « Tu étais au courant ?» Il balaya rapidement la feuille du regard, puis plus lentement. « Waouh, je croyais que l'immeuble était géré par une boîte appelée Bisbridge. Mais apparemment ils appartiennent à Yobar. » Son visage pâlit. « Attends, tu es en train de dire que ton mari est propriétaire de cet endroit ?» Carla ne répondit pas. Elle ne savait pas. Parce qu'elle n'avait jamais demandé. Trop occupée à « jouer », la femme libérée pour remarquer que tout son nouveau départ se trouvait à l'intérieur de murs que j'avais déjà payés. Les clés qu'elle portait appartenaient toujours, techniquement, à une holding inscrite dans un trust qu'elle n'avait jamais lu. Steven fit un pas en arrière, se frottant le visage. C'est un cauchemar. J'ai signé un bail d'1 an. Ils ne peuvent pas juste. Si. Apparemment, il peut. Coupe ATL. Steven marmonna quelque chose et retourna dans la cuisine. Pas d'étreinte réconfortante. Pas de « je vais régler ça ». Juste le silence et la distance, sa configuration par défaut quand une femme élevait la voix. Carla resta plantée sur le seuil, serrant toujours la vie. Son « nouveau départ », sa « zone de sécurité », venait d'être révoqué. L'homme vers qui elle avait couru se souciait déjà plus de ses emails que de son visage. Elle sortit lentement, s'assit sur les marches de pierre, les jambes tremblantes. Regarda les voitures passer, réfléchissant au nombre de choses qu'elle croyait être à elle et qui finiraient par révéler qu'elle ne l'avait jamais été. Elle pensait avoir fui vers quelque chose de nouveau. Elle ne voyait pas que chacun de ses mouvements avait déjà été prévu. Chaque pas en avant, toujours à l'intérieur de mon périmètre. Elle n'avait pas quitté le champ de bataille. Elle y était entrée plus profondément. Désormais, même les murs la trahissaient. L'appel arriva peu après minuit. Je savais qu'il viendrait. Jolie avait toujours été la seule personne que Carla n'arrivait pas à manipuler facilement. Mais le sang reste le sang, et une fille cherche encore des explications. Papa. Sa voix était prudente, pas glaciale. C'est ainsi que j'ai su qu'elle n'avait pas encore choisi de camp. Je viens de parler avec maman. Elle ne va pas bien. Je ne répondis pas. Elle dit que tu as gelé les comptes, qu'elle n'a plus rien, que tu prépares ça derrière son dos depuis des années. Je pris une inspiration. Pas de colère, mais parce que j'entendais l'hésitation dans la voix de ma fille. Elle était là, au carrefour entre l'instinct et la vérité. Elle dit que tu as ruiné sa vie. J'ai attrapé le dossier noir sur mon bureau. Pas le juridique. Un plus fin, personnel, la seule copie de l'accord postnuptial annotée en bleu, rédigée spécialement pour Jolie, quand elle aurait 18 ans et commencerait à poser des questions sur les plans patrimoniaux et pourquoi son nom n'apparaissait dans aucun bien commun. Section 12. Dis-je. Quoi? Section 12 du postnuptial. La clause sur l'exclusion des bénéficiaires en cas de tromperie active ou d'abandon. Lila. Tu peux me l'envoyer? Pas besoin. Elle est dans ton dossier Dropbox, avec le détail de ton prêt étudiant. Le fichier s'appelle contingency-full.pdf. Tu l'as vu il y a 3 ans. Tu ne l'as juste jamais lu. Silence.
Je laissai le silence s'installer. Écoute, finit-elle par murmurer. Je me fiche de l'argent. J'ai juste besoin de savoir si elle dit la vérité. J'acquiesçai, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Alors n'écoute ni elle, ni moi. Vérifie son téléphone. Commence par août. Cherche le nom de Steven. Encore du silence. Je pouvais presque entendre son cœur battre de l'autre côté. Tu savais déjà? Je sais depuis plus longtemps qu'elle ne l'imagine. J'entendis sa respiration coupée. L'appel prit fin peu après. Sans au revoir. Le lendemain matin, rien. Il n'y eut pas de message de suivi, pas de messages vocaux enragés, seulement le silence, une loyauté plus discrète. Mais vers 18h30, je reçus un unique email de son adresse universitaire. Objet, j'ai lu. Aucun texte, aucune signature. Juste une pièce jointe en PDF. C'était des captures des messages de Carla avec Steven. J'ai hâte de me débarrasser de lui. Je suis tellement fatigué de faire semblant. Je garde le post-nuptial dans le tiroir de la chambre d'amis. Je pense pouvoir lui faire signer une révision si je le prends quand il est fatigué. S'il meurt, tout va à Jolie, ce qui me semble bien. Elle partagera avec moi de toute façon. Je n'ai pas répondu. Inutile. Elle avait déjà répondu pour moi. Carla devait sentir le silence avant même de le comprendre. Appel frénétique à Jolie. 3, puis 5, puis 9. Enfin, un message vocal. Chérie, je veux juste que tu comprennes ce qu'il fait. Il te lave le cerveau. Et ce fut ça. Voilà ce qui la coula. Pas la banque. Pas l'appartement. Pas même le trust. Ce qui la détruisit vraiment fut de perdre la seule personne dont elle avait toujours cru la neutralité acquise. Parce que la plus grande illusion de Carla n'était pas de croire que je céderais. Mais de croire que sa fille n'avait pas de colonne vertébrale. Jolie ne répondit pas. Le lendemain, elle changea son message vocal. Bonjour, vous avez joint Ullman. Laissez votre message. Pas Jolie. Pas ce diminutif hybride et enfantin que Carla aimait utiliser quand elle fantasmait un nouveau départ avec Steven comme beau-père. Juste Ullman. Au final, quand il fallut choisir entre le sang partagé et la vérité vécue, Jolie n'hésita pas. Elle ne choisit pas la mère qui lui racontait des contes de fées autour de sushi. Elle choisit l'homme qui ne lui avait jamais menti. Ni sur ses défauts, ni sur ses limites, ni sur son silence. Au final, Carla ne perdit pas seulement un mari. Elle perdit son témoin. Et sans témoin, son histoire cessa d'exister. Steven Marlowe s'était toujours vu comme un séducteur. Le genre d'homme qui entre dans une pièce, sourit, et repart avec la femme de quelqu'un, le poste de quelqu'un, ou la dignité de quelqu'un selon son humeur du jour. Il n'avait pas beaucoup changé depuis la fac, juste quelques retouches, facettes dentaires plus blanches, chemise plus serrée, une Audi plus bourrée de gadgets que de cervelle. Mais au fond, c'était le même homme, le même bluff. Il crut avoir gagné quand Carla revint vers lui. « Tu es radieuse », lui dit-il ce premier week-end dans l'appartement. « Il ne t'a jamais mérité. » Elle absorba ces mots comme une plante enfin arrosée, ignorant bien sûr les fissures dans le vase. Steven ne posa aucune question. Il ne voulait rien savoir de post-nuptiaux ni de délais légaux de séparation. Pour lui, Carla avait tout sous contrôle. Elle parlait comme si les biens étaient déjà à elle. Elle riait de moi. Me traitait de « Marc le fragile ». Disait que je pleurerais sous la douche un mois durant avant de lui donner mes mots de passe. Elle dessinait l'image d'un homme brisé, naïf, facile à écraser. Et Steven, ivre d'ego et de champagne bon marché, y crut. Jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Il ouvrit et trouva un homme en polo noir tenant une tablette. « Steven Marlowe ? » ?»« Oui. »« Vous êtes notifié. » Une enveloppe épaisse, papier crème, encre officielle. À l'intérieur, une plainte civile déposée sous juridiction étatique. Demandeur, Mark Whitman. Plainte, ingérence intentionnelle dans une structure de trust patrimonial. Steven lut la page avec une confusion croissante, puis de la terreur. Enrichissement sans cause. Ingérence volontaire. Le mot fraude en gras. 3 preuves listées. Une impression de la photo au champagne que Carla avait postée, dont il était si fier. Une transcription des messages entre lui et Carla, horodatée avant la séparation officielle.
Le contrat de location de l'appartement, signé par Steven, sous une clause exigeant un consentement patrimonial écrit, une ligne que Carla avait falsifiée. Et voilà le piège. Elle n'avait aucun droit de signer, car elle n'avait jamais été propriétaire du bien. Ce qui signifiait que Steven avait occupé une propriété, en avait profité financièrement et participé à la dissimulation de biens conjugaux sous de fausses prémices. Son visage devint livide. Il appela Carla. Elle n'a pas répondu. Envoya un message. C'est quoi ce procès? Tu m'as dit que tout était à vous deux. Tu m'as dit que tu contrôlais la situation. La bulle de saisie apparut, disparut. Et puis, rien. Parce qu'elle ne contrôlait rien. Elle n'avait jamais contrôlé. Il y crut parce qu'elle était belle, en colère et confiante. Et c'est une combinaison dangereuse pour un homme qui a passé sa vie à surfer sur la confiance des autres. Ce soir-là, il se retrouva assis devant son propre avocat. Plus âgé, plus affûté, avec un regard qui disait « J'ai déjà vu ce genre de dossier. Tu t'es mis dans un sacré pétrin. Tu as laissé une femme signer des documents immobiliers sans rien vérifier. Elle m'a dit que c'était à elle. Tu as vérifié? Eh bien, je ne pensais pas que c'était nécessaire. » L'avocat inspira profondément. Ce n'est pas une histoire de chagrin d'amour, fiston. C'est de la fraude fiduciaire. Steven déglutit. Je peux juste m'excuser? Négocier? Tu peux l'essayer. Mais s'ils ne veulent pas d'argent, s'ils veulent créer un précédent, tu t'apprêtes à vivre un enfer. Et c'est à ce moment-là qu'il comprit. Il ne s'agissait pas de lui soutirer de l'argent. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun homme ne se sente en sécurité en volant la femme d'un autre et en pensant que cela lui donnait aussi le droit de voler sa vie, sa maison, ou son nom. Steven n'avait jamais été le véritable prix. Il n'était que l'instrument, le scalpel que Carla avait utilisé pour tenter de trancher son ancienne vie. Mais ce qu'aucun des deux n'avait compris, c'est que le manche m'appartenait toujours. Et désormais, la lame se retournait. Elle demanda la rencontre comme si elle avait encore un pouvoir de négociation. Dites-lui que je veux le voir en personne. Il me doit. Il me doit. Ce mot, encore. Comme si les 15 années passées à éponger ses désastres, protéger son crédit, payer en silence le prêt auto-consigné pour son frère paresseux, n'avaient pas déjà réglé la dette 10 fois en silence, en stabilité, en retenue. J'acceptais, car je comprenais déjà ce qu'elle ignorait encore. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait de son besoin d'avoir une audience. Nous nous retrouvâmes dans un immeuble neutre du centre-ville. 3e étage, salle de conférence avec une longue table en noyer et des parois vitrées. Son avocat n'était pas là. Il s'était déjà retiré du dossier, après avoir compris combien il était dépassé. Il ne voulait probablement pas être présent quand l'iceberg surgirait. J'arrivai 5 minutes en avance. Elle entra 9 minutes en retard. Lunettes sombres, rouge à lèvres foncées, cette veste qu'elle portait toujours quand elle voulait donner l'illusion du contrôle. Mais elle ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. Sa confiance s'était réduite à une résistance brutale et obstinée. « Belle salle », dit-elle en s'asseyant sans salutation. Je poussai la chemise sur la table. Elle ne la toucha pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, déjà irritée. « Ta vie, sur papier. » Elle ouvrit, attendant du bruit. Elle trouva du silence imprimé. A. Publication sur les réseaux sociaux avec Steven. Horodaté et géolocalisé. B. Transcription de messages récupérés d'une sauvegarde cloud, alors qu'elle était encore mariée. Flirt, plaisanterie sur le fait de « démonter Marc lentement ». C. Enregistrement audio d'un appel avec Michel, où elle disait « Je vais lui faire croire que je n'ai pas encore décidé, juste assez pour tout retirer ». Sa main s'arrêta sur la page. « Tu m'as enregistré ?» « Non, répondis-je. Michel l'a fait. » Elle pensait être PDG d'une conspiration. Elle a découvert que la trahison ne donne pas de programme de fidélité. La couleur disparut de son visage. Puis vint la clause, surlignée pour elle. Section 14b, toute tentative de coercition émotionnelle, de manipulation ou de tromperie volontaire à l'égard de l'instituteur en vue d'un gain financier entraînera la perte totale de tout droit aux biens conjugaux ou au trust. Elle relut 3 fois. Quand elle parla, sa voix se brisa. C'est insensé. Non. C'est notarié. Elle serra les dents. Tu ne peux pas simplement m'effacer ainsi. Je ne t'ai pas effacé.
Tu t'es toi-même écrit hors du livre. J'ai juste refermé la couverture. Tu crois que ça te rend fort? Non. Ça me rend libre. Elle tourna quelques pages de plus. Elle vit les déclencheurs financiers qu'elle n'avait jamais compris, liquidation automatique, transfert instantané, clause de réversion. Des choses qu'elle n'avait jamais questionnées, trop occupée à prétendre que notre mariage était une prison. Tu m'as caché tout ça. Tu n'as jamais regardé, répondis-je calmement. Tu étais trop occupé à réclamer ce que tu croyais mériter pour voir ce qui était protégé. Elle referma la chemise, tremblante. Ce n'était pas de l'amour. Je ne répondis pas. Tu ne m'as jamais aimé. Alors je la regardai droit dans les yeux. Mais j'aime la loi. Pour la première fois, elle n'eut aucune réplique. Pas de blague, pas de manipulation, pas de larmes feintes. Juste le silence. Le genre de silence qui remplit l'air après la chute du marteau du juge. Elle se leva trop vite, manquant de renverser la chaise. J'espère que tu es fier de toi. J'acquiesçai lentement. Je le suis. Elle ouvrit la porte, hésita comme si elle allait dire quelque chose, puis sortit sans adieu, sans performance. Juste l'écho creux de ses talons dans un couloir qui n'avait jamais été le sien. La salle resta immobile. Il ne demeurait que la chemise, encore tiède là où ses doigts l'avaient touchée, et le poids indiscutable d'une guerre conclue non par des applaudissements, mais par un livre de contes parfaitement équilibré. Et une femme qui comprenait enfin ce que signifiait être rayée par l'homme qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. La lettre arriva un mardi, sans coursier, sans sonnette, sans besoin de signature. Juste une enveloppe blanche, banale, glissée dans la boîte aux lettres de Carla comme n'importe quel courrier suburbain. Elle ne la remarqua pas immédiatement. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi, quand elle eut enfin le courage de marcher jusqu'au bout de l'allée. Enveloppée dans un cardigan de taille trop grand, portant le mascara de la veille et 3 jours de regret, elle déchira le papier sans énergie, s'attendant à une mise à jour juridique de plus, peut-être un calendrier ou une date provisoire d'audience. Ce qu'elle trouva, à la place, fut une fin. À l'intérieur, seulement 2 documents. Le premier, au titre. Notification de dissolution irrévocable de l'autorité du trust marital privé. Le second document, transfert exécuté de toutes les revendications matrimoniales annulées. Pas de nom de juge, pas de sceau de comté, pas de numéro d'affaires, car cela n'avait jamais été porté devant un tribunal de la famille. Cela venait directement de l'administrateur du trust, et c'était irrévocable. Toutes les revendications restantes qu'elle détenait, biens, pensions, jusqu'à son nom sur les registres de propriété, furent invalidées, non négociées, non réduites, annulées. Parce que, selon le trust privé que nous avions tous deux signé, au moment où elle viola la clause 9 et, plus tard, la clause 14, le processus de dissolution pouvait être déclenché et conclu exclusivement par la procédure administrative prévue dans la structure conjugale. Les tribunaux n'avaient jamais été nécessaires. J'avais incorporé la fin dès le début. Elle relut encore et encore la lettre de présentation, ses mains tremblant, le pouls battant derrière ses yeux. Efficace à partir du moment où vous m'avez dit que vous ne m'aviez jamais aimé. C'était la ligne. Pas de menace, pas de fureur. Juste une lame marquée d'une date et d'une heure, et un texte brut. Carla resta debout dans sa minuscule cuisine, ce qu'il restait de sa grande évasion, et observa autour d'elle comme si elle cherchait à se rappeler comment tout cela avait commencé. Le champagne, la photo, les rires, évaporés. Steven était parti. Il avait déménagé 2 semaines plus tôt, dès la réception de la notification du procès. Il avait dit qu'il devait réfléchir à certaines choses, et avait disparu dans l'orbite de son ex-femme, où le drame s'accompagnait au moins d'une garde partagée et d'une BMW d'occasion. Michel ne répondait plus. L'appartement avait été repris par OMK. La résiliation du bail n'avait même pas fait l'objet d'une mention. Même Jolie s'était tue. Elle s'assit à la table de la cuisine, plia les papiers et les rouvrit, comme s'il pouvait changer si elle clignait assez fort. Puis prit son téléphone. Dernier contact, Tyler Preston, Esquire. Elle fixa l'écran comme si lui aussi l'avait trahi. Ce n'était pas qu'il était indisponible, c'est qu'il en avait fini. Aucun avocat ne veut rentrer dans une salle d'audience avec une chemise vide et un client discrédité. Par réflexe, elle ouvrit sa galerie, comme un fantôme cherchant son reflet. Elle fit défiler jusqu'à la photo avec Steven, celle du champagne. Elle était toujours là. Même pose, même sourire suffisant, mais désormais, cette image lui donnait la nausée.
Elle appuya sur « Supprimer », puis s'arrêta. Car cette photo était le détonateur, le moment où elle avait choisi les feux d'artifice plutôt que les fondations. Et on n'efface pas une tombe. La pièce autour d'elle était trop silencieuse. Pas de lave-vaisselle bourdonnant, pas de musique, juste le compresseur du frigo qui s'allumait et s'éteignait comme un métronome fatigué. Elle reprit la lettre une dernière fois, passa ses doigts sur le sceau en relief. C'était réel. Pas un brouillon, pas une menace, seulement la fin. Pas seulement d'un mariage, mais d'un récit. Elle avait passé des années à faire semblant que je n'étais qu'une note de bas de page dans son histoire. Elle n'avait pas compris que j'en étais l'éditeur final. Si cette histoire t'a accroché, appuie sur j'aime et donne ce hype aux vidéos. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager encore plus d'histoires incroyables. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Carla pensait qu'elle allait décrocher la lune avec Steven et une coupe de champagne. Résultat? Elle a perdu son mari, son appartement, son argent, son avocat, et même sa fille. Bravo, vraiment. Comme on dit, certaines personnes transforment tout ce qu'elles touchent en or, elle, c'était en poussière.